30e anniversaire du traité de Rome marquant la naissance de l'Europe. Vive l'Europe à 12, mais il reste beaucoup de chemin à faire. 30 minutes après cette intervention du président de la République pour cet anniversaire européen, le Premier ministre Jacques Chirac est l'invité dans quelques minutes de l'heure de vérité sur Antenne 2. Félix Lévitan quitte la direction du Tour de France cycliste. De graves différends financiers seraient à l'origine de ce départ. Aujourd'hui, mercredi 25 mars 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Hier soir, l'organisation de la justice révolutionnaire faisait parvenir un nouveau communiqué indiquant que la sentence de mort prononcée contre Jean-Louis Normandin n'était ni reportée ni annulée et restait valable à tout moment jusqu'à ce qu'il soit assuré des intentions et des engagements du gouvernement français. Bonsoir, et avant de vous parler de l'Europe, cette dernière information qui me vient de San Salvador, du Salvador, où des guérilleros auraient pris en otage plus de 1000 écoliers. Ça se passerait à proximité immédiate du palais présidentiel de San Salvador. Dépêche de l'agence France Presse, datée de 19h50 environ. Il y a donc quelques minutes avant le début de ce journal, plus de 1000 écoliers pris en otage à San Salvador. Un mercredi couleur Europe, couleur bleue et jaune, comme les drapeaux accrochés pour la première fois sur les Champs-Élysées parisiens. Le 30e anniversaire de la signature du traité de Rome, marquant officiellement la naissance de l'Europe, a été célébré avec un bel esprit de consensus ce matin à Paris. Bruno Ledreff. 30 ans d'unité, 30 ans d'Europe, mais cela ne fait qu'un an que la communauté s'est choisie un hymne pour célébrer ses fêtes, l'Ode à la joie, le dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. C'est parce que l'idée d'Europe est née du refus des guerres que François Mitterrand et Jacques Chirac se sont retrouvés sous l'Arc de Triomphe, avec les ambassadeurs des 11 autres pays de la communauté, pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Et puis une première pour fêter l'Europe, les Champs-Élysées pavoisés à ses couleurs. Fond bleu, ils symbolisent le ciel, donc l'idéal. Les étoiles figurent les peuples de l'Europe et forment un cercle en signe d'union. Il y en a 12, comme les 12 États membres de la communauté, un simple hasard. Le drapeau a été choisi en 1955, bien avant l'Europe des 12. Alors pour cette date anniversaire, l'une des plus grandes dates de notre histoire, vient de dire le chef de l'État, une édition exceptionnelle à 20h. Nous avons demandé à 3 de nos confrères, journalistes italiens, Raffaele Lubrano de la 2e chaîne de la RAI, Julio Bernardes qui est de la télévision espagnole, et puis Ulrike Wicker qui est de l'ARD, nous avons demandé de se joindre à nous. Ils sont en poste à Paris, ils commentent l'actualité française pour leur télévision. Alors comment les télévisions de nos voisins se sont intéressées aujourd'hui à l'Europe? Et pour commencer, avec Raffaele Lubrano de la RAI 2, il y a 30 ans, c'était à Rome que l'on signait le premier acte concret européen assise. Voilà ce que les téléspectateurs italiens ont pu voir aujourd'hui. Ce ne sont pas des spaghettis multicolores, c'est le sigle de Rai 2, la 2e chaîne italienne, pour son journal de la mi-journée. Rome, aujourd'hui, et pour un anniversaire, c'est la capitale de l'Europe. C'est en effet à la même heure, et dans cette même salle des Horaces et des Curiaces du Capitole, qu'il y a 30 ans, le traité de Rome, donnant naissance à la communauté européenne, était signé. Au cours de la cérémonie commémorative ce matin, on a surtout prononcé des discours, des critiques aussi. L'Europe n'est allée ni assez loin, ni assez vite, mais aussi et surtout beaucoup de mots d'espoir. Comme les pères fondateurs de la communauté européenne dans les années 50, nous avons aujourd'hui la capacité de décider de notre avenir commun. Un anniversaire qui est en fait aujourd'hui un retour aux sources pour ceux qui voulaient aller plus loin et qui veulent surmonter les difficultés à venir. Alors Michele Lubrano, bonsoir, je vous appelais Raphaël, vous me pardonnerez. L'Italie, on donne l'impression, a largement profité de cette Europe. Nous on connaît Agnelli, Berlusconi, Benedetti et d'autres grands industriels italiens. Est-ce que c'est l'Italie du Nord qui a surtout profité de l'Europe? Non, ça que vous appelez les condottieri du Nord, ils sont très, très connus en Europe, surtout dans l'Europe du Nord. Mais ce qui a profité, c'est surtout l'Europe du Sud, de l'unité européenne. Et même malgré l'absence, si vous voulez, l'habitude qu'on
les autres pays de considérer encore le sud du pays comme le sud de l'Italie comme le pays de la Camorra ou le pays de la mafia. Mais c'est un pays qui est une région, si vous voulez, qui est très riche de contradictions. Par exemple, Naples, la ville de la Camorra, c'est la ville de l'industrie aéronautique italienne. La TR-42, les parties italiennes de la TR-42, l'avion franco-italien sont construits à Naples. Et en plus, il y a une autre chose, et c'est tout le sud. Aujourd'hui, l'agriculture sicilienne, on parle de la Camorra en Sicile, l'agriculture sicilienne, qui était l'agriculture des oranges, des citrons, etc., s'est transformée dans une agriculture de primauté. Et donc, il va conquérir encore plus de marchés en Europe. Il s'est spécialisé. Donc, c'est toujours le sud, disons, une région de grandes contradictions et surtout d'une chose, c'est pour ça que personne, c'est l'économie submergée, que c'est la grande force de l'Italie. Merci de ce témoignage. Les banques et bureaux de poste de Belgique ont distribué aujourd'hui les premières pièces libellées en écus, l'unité de compte du système monétaire européen. À Paris, au nom du Parti communiste, Maxime Grémetz a dénoncé l'Europe du chômage et de la flexibilité généralisée et de la soumission. Et puis M. Raymond Barre, sur France Inter, s'est défini comme un euro-optimiste. Mais ce 25 mars 1987, certains se souviennent certainement des phrases prononcées au mois de décembre 1965 par le général de Gaulle répondant à Michel Droit. En les réécoutant, on mesure mieux le chemin parcouru. Il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Ce sont des pays, ils ont leur histoire, ils ont leur langue, ils ont leur manière de vivre, et ils sont des Français, des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Hollandais, des Belges, des Espagnols, des Luxembourgeois. Ce sont ces pays-là qu'il faut mettre ensemble, et ce sont ces pays-là qu'il faut habituer progressivement à vivre ensemble et à agir ensemble. Dans quelques minutes, après cette édition, ce sera l'heure de vérité de M. Jacques Chirac, le Premier ministre. Monsieur Chirac, bonsoir. Bonsoir. Je suppose que vous avez en mémoire, vous aussi, l'intervention du général de Gaulle répondant à Michel Droit sur l'Europe. Alors, est-ce que vous mesurez bien le chemin parcouru et d'après vous, qui est le plus européen maintenant? Les gaullistes, les socialistes, les centristes? Vous savez, les choses ont beaucoup évolué. Et d'abord, la situation des différents pays européens. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'adhésion à l'idée que l'Europe, sans renoncer à rien, à l'identité de chacune des nations qui la composent, doit faire un très grand effort pour coordonner ses politiques et pour permettre l'ouverture dans 5 ans de ce grand marché de 320 millions d'habitants qui est une grande chance, un grand défi et pour lequel la France, s'agissant d'elle, doit se préparer. Et c'est un grand effort à faire si nous voulons gagner ce pari. Merci monsieur, on vous retrouvera dans quelques minutes pour cette heure de vérité. Si vous voulez poser des questions à l'heure de vérité, vous et à monsieur Jacques Chirac, via l'entremise de Jean-Louis Le Sen, vous pouvez le faire par SVP 47 87 11 11 et en province 16 1 47 87 11 11. Et puis je vous signale dès à présent que demain dans Télématin à partir de 6h45, Lionel Jospin sera l'invité des 4 vérités avec Paul Naon. Illustration de cette Europe qui vit et progresse, comme le déclarait ce matin Bernard Bosson, le ministre délégué aux Affaires européennes, l'Europe des produits de consommation courante. C'est la communauté européenne qui fixe les normes à respecter. Il suffit pour s'en persuader d'observer avec attention ce que l'on trouve dans un grand magasin. Voyez le reportage de Gérard Leclerc et Pierre Moscovici. L'Europe, on la rencontre, on la vit quotidiennement, simplement en allant faire ses courses. D'abord avec les produits des 11 autres pays de la communauté qui arrivent ici sans droit de douane. Tomates ou oranges d'Espagne, chou-fleur d'Italie, laitue de Hollande. Mais aussi bien d'équipements ou de consommation courante. 3 chaussures sur 4 et un téléviseur sur 3 vendus ici viennent d'un pays de la CE. Sans oublier enfin les produits des pays méditerranéens ou d'Afrique qui nous parviennent grâce à des accords commerciaux passés au niveau européen. L'Europe, c'est aussi l'étiquetage. Tout ce qui figure sur cette étiquette, les ingrédients, les additifs, a été défini par une directive européenne, aujourd'hui en renégociation car elle n'est pas toujours respectée par les États membres.
Européennes également les normes qui définissent les produits et protègent le consommateur. Il en existe 200, dont un tiers pour la sécurité. Par exemple, les appareils électriques comme ceux-ci sont soumis à des règles précises. C'est encore au niveau européen que sont décidés les contrôles sanitaires. C'est une décision de Bruxelles qui a interdit le veau aux hormones. Et puis, commun à tous les pays d'Europe, les codes-barres de comptabilité et de gestion qui figurent sur les emballages. Les prix, en revanche, ne sont pas européens, car les taux de TVA diffèrent d'un pays à un autre. 412, 40. Que vous payez en écus? Oh, je suis désolée, on ne prend pas ce genre de monnaie. Ce sera pour plus tard. L'Espagne est avec le Portugal, les petits derniers européens. Julio Bernardès de la télévision espagnole est à mes côtés, mais voyons comment l'actualité de ce mercredi était proposée par le journal de mi-journée de la TVA. Commentaire Jean-Marc Ilouz. La une ce matin, la télévision d'État, c'est l'ouverture lundi prochain à Madrid du procès des trafiquants d'huile frelatée. Le procès du siècle, l'Espagne n'oublie pas ses 584 victimes et le gouvernement aura dû dépenser 20 millions de francs pour installer cette salle d'audience, 2500 places, pour voir défiler une quarantaine d'accusés et plus de 60 avocats. Deuxième titre, violente protestation en Grèce en réaction à la menace d'expropriation que fait planer le gouvernement d'Athènes sur les biens du clergé orthodoxe. L'Europe en troisième place seulement, 4 minutes au total pour traiter rapidement les cérémonies commémoratives de Rome et de manière plus élaborée les difficultés financières d'une communauté où les pays du Sud n'auront pas de trop de l'appui espagnol et portugais pour se faire accepter par leurs riches voisins du Nord. Julio Bernardès, bonsoir. Est-ce que les Espagnols, et notamment la jeune génération espagnole, a l'impression que ça y est, c'est gagné, qu'ils sont pleinement européens? Oui, je crois ça. Je crois ça. Il y a un truc, je crois, qui reflète très bien ce qui a passé. C'est comme l'année dernière, M. Chirac a imposé les visas pour toute l'Europe. Nous, les Espagnols, pour la première fois, nous sommes européens parce que nous n'avons pas le besoin de visas pour entrer en France. Et ce truc-là, c'est le même truc, c'était très très bien pour tous les gens qui ont voyagé à l'Égypte, on revient à la France, pas de visa. Ça c'est très bien pour nous de nous sentir comme les autres, et même différents à les Autrichiens et à les Suèdes. Hein. C'est ça très bien. C'est une chose, je crois, qui dénote très bien pourquoi maintenant nous sommes l'Europe. Et puis il y avait le problème agricole et les agriculteurs. Alors est-ce qu'entre agriculteurs espagnols, agriculteurs européens, il y a aussi cette même idée commune? Maintenant il y a des contacts entre les agriculteurs qui font les maïs dans le sud de la France et les agriculteurs espagnols pour les problèmes qui plantaient maintenant les États-Unis. Mais je crois que quand l'année dernière, M. Chirac a nommé M. Guillaume comme ministre de l'Agriculture, à ce moment-là, toute l'Espagne a pensé l'ennemi public numéro 1 de l'Espagne a été nommé ministre. Maintenant, M. Guillaume et M. Romero, qui est le ministre espagnol de l'Agriculture, ils sont devenus très bons amis. Merci de ce témoignage. Les deux grands producteurs d'acier français, Sassilor et Usinor, devront rembourser à l'État français 3 milliards de francs de subventions touchées entre 1982 et 1984. Des sommes qui ne sont pas justifiables au regard du droit communautaire. En République fédérale d'Allemagne, l'anniversaire du traité de Rome ne remplissait pas les unes de la presse ce matin. Nous en parlerons avec Ulrike Wicker de la chaîne de télé ARD. Mais auparavant, un résumé des titres du journal de l'autre chaîne allemande, la ZDF. 19h, un journal d'un quart d'heure en titre « L'économie, les relations avec l'Allemagne de l'Est et l'anniversaire du traité de Rome ». Économie, la volonté du gouvernement de soutenir deux secteurs essentiels, les charbonnages et la métallurgie. En Allemagne de l'Est, 2 officiers ouest-allemands sont admis à observer les manœuvres de l'armée populaire de RDA. C'est une première. La célébration du 30e anniversaire de la signature du traité de Rome, c'est le 7e sujet du journal, juste avant la rencontre des ministres italiens et allemands de l'Intérieur à Bonn. Thème des discussions, la lutte contre le terrorisme. Ulrike Wicker, bonsoir. Ça n'intéresse vraiment pas personne. Les Allemands ne sont pas intéressés par l'anniversaire européen. Je dirais que les Allemands se tiennent au mot du général de Gaulle. Il faut prendre les choses comme elles sont, c'est-à-dire les Allemands voient ça d'un œil pratique. Qu'est-ce que l'Europe nous donne? C'est pas comme chez vous, on voit le président de la République avant le journal et le Premier ministre après. C'est vrai, c'est une particularité. Il y a quand même les problèmes de défense, les problèmes d'euroterrorisme, les liens entre la France et l'Allemagne. Mais
vous voyez par exemple l'euroterrorisme, les Allemands ont beaucoup essayé d'intéresser les Français à travailler avec les Allemands pour vaincre l'euroterrorisme, et pendant des années, la France a refusé vraiment de travailler très étroitement avec nous. La défense, c'est autre chose. C'est maintenant qu'on commence à discuter une défense européenne, une défense franco-allemande. Ex-ministre Ernu a dit aujourd'hui qu'il faut avoir des régiments franco-allemands, alors ils vont parler en quoi? En anglais probablement. Merci de votre témoignage, messieurs. Je vous retrouve tout à l'heure pour dire bonsoir de manière européenne. Dans l'action contre le terrorisme, les exemples de coopération européenne se succèdent. Ce soir doit prendre fin la garde à vue pour les 6 présumés tunisiens arrêtés en possession d'explosifs et d'armes. Le type d'explosif aurait déjà été utilisé en Allemagne au mois de janvier. Hervé Brusini retrace l'itinéraire de ces 6 terroristes qui seraient en fait d'origine iranienne. Dans le quartier, c'était devenu une habitude. Samedi dernier à 22 h, il était encore là, ce taxi, à hauteur du numéro 44. Juste en face, pour le surveiller, une camionnette blanche. À son bord, plusieurs policiers. Rien n'avait été laissé au hasard. Tout le long de la rue, la DST avait disposé plusieurs voitures banalisées. L'opération n'allait durer que quelques minutes. La police était garée là, il en arrivait dans tous les sens avec belles voitures. Et puis... Ils étaient nombreux alors? Ah oui, peut-être, je sais pas, peut-être 60 flics sûrs. Hein. Et la police, le gars, ils nous retournaient un sur le capot arrière de la voiture avec les menottes. Et puis l'autre, ils l'ont ramené là, il est passé dans la boutique avec les menottes, ils l'ont ramené par là, je sais pas s'ils ont regagné le logement ou quoi. Et puis voilà, j'étais vraiment aux premières loges. Le chauffeur du taxi et 2 de ses complices sont arrêtés. Dans le coffre du véhicule, les enquêteurs découvrent des bagages apparemment inoffensifs. Moi, je les ai vus sortir du coffre de la voiture. Et vous avez vu le contenu de ces sacs? Ah non, enfin, ils avaient l'air très pleins. C'était des sacs en plastique, vous savez, qu'on trouve dans les magasins. Mais ils étaient assez volumineux. Assez volumineux pour contenir 12 bouteilles d'anisette, semble-t-il. En réalité, 12 bouteilles de nitrométhane, un explosif liquide extrêmement puissant. Les hommes du contre-espionnage avaient pour mission d'agir avec calme. Il fallait éviter tout geste inconsidéré. Finalement, 9 personnes sont interpellées. Certaines habiteraient ici même. 5 possèdent des passeports tunisiens, quelques-uns seraient faux. Des planques ont été découvertes à Paris et en banlieue. Un arsenal aussi, avec pistolets, mitrailleurs et munitions. Parmi les gens interpellés, un couple. La femme porte le tchador et se réclame de l'intégrisme musulman. Les documents saisis sur place désigneraient la piste du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah. Probable confirmation de cette piste, la découverte de ces bouteilles en janvier dernier à Francfort. Elles contiennent le même explosif que celui saisi en France. Mohamed Amadei les transportait dans ses valises. Lui et son frère seraient des agents de services secrets iraniens. 2 Libanais en Allemagne, un autre en Italie, 9 Tunisiens en France. Pour les policiers, tout cela c'est un seul et même réseau. Au Tchad, des colonnes de soldats libyens auraient commencé aujourd'hui à quitter Faye-Largeau. C'est la dernière des grandes positions libyennes au nord du 16e parallèle, avant la bande d'Aouzou. Félix Lévitan quitte la direction du Tour de France cycliste. Félix Lévitan, âgé de 76 ans, occupait cette fonction depuis 1962. Des différends graves de gestion en seraient la cause, mais le secret est très jalousement gardé. Enquête Dominique Leglou, Claude Sicard. 3 lignes qui mettent fin à 25 ans de direction du Tour de France pour monsieur Félix Lévitan. 3 lignes ambiguës qui laissent place au doute et à la suspicion. Première question. Monsieur Lévitan a-t-il démissionné ou a-t-il été démissionné? Réponse que ce soit à la direction du quotidien L'Équipe, à la Société du Tour de France qui occupe le premier étage du 10 rue du Faubourg Montmartre. La réponse a toujours été la même, les portes sont restées closes, les bouches cousues. Cette image d'un véritable patron de droit divin, vous ne la reverrez plus. Qu'est-il donc reproché à celui qui occupait les fonctions de directeur depuis 1962? En premier lieu, d'être en opposition avec Philippe Amaury et la nouvelle direction du groupe de presse L'Équipe Le Parisien sur les objectifs à terme de cette société du Tour de France qui brasse 10 millions de francs annuels. Il y a quelques années, une question concernant l'argent du Tour de France, il répondait en citant d'Alembert. Si la critique est juste et pleine d'égards, vous lui devez des remerciements et de la déférence. Si elle est juste sans égard, de la déférence sans remerciement. Si elle est outrageante, et ce que vous venez de dire, c'est parfois outrageant et injuste, et je crois que c'est injuste, le silence et l'oubli.
J'ajoute d'ailleurs que je n'ai malheureusement pas la vertu qui me permet d'appliquer à la lettre le silence et l'oubli. On peut donc s'attendre à une vive réaction, d'autant que la deuxième partie du communiqué met en cause la réalité de sa gestion, une formule vague qui laisse la place à toutes les hypothèses, y compris les plus folles. Le bras de fer est donc engagé. Félix Lévitan donnera une conférence de presse dès le début de semaine prochaine. Une info que vous trouverez peut-être demain dans l'équipe si la direction du journal décide de transformer en information ce qui est pour l'instant du domaine du secret professionnel. Adieu Moustache, adieu l'ami, on t'aimait bien avec ta rondeur et ta jovialité. Moustache, âgé de 58 ans, est décédé dans un accident de voiture près d'Arpajon, dans l'Essonne. Ancien batteur de Sidney Bechet, Moustache, de son vrai nom François-Alexandre Galépides, était un personnage du jazz français et international. Avec son orchestre Les Petits Français, on le revoit ici, il est en bleu au milieu. On le revoit ici en 1984, c'était sur Antenne 2, au Grand Échiquier. Il était en rouge derrière, au fond, on le voyait avec toute son équipe, des Petits Français. Pour la météo, Laurent Boussier, c'est à vous. Météo européenne, comme disent nos invités. Absolument, vous savez qu'en météo aussi, il y a une Europe du Nord et une Europe du Sud, une frontière qui bouge heureusement, mais une frontière qui passe souvent par la France. Regardez l'image satellite, on va de nouveau avoir des perturbations, elles arrivent de l'Atlantique, mais l'Europe du Sud va être protégée par cet anticyclone. Résultat, sur la carte de l'Europe du temps prévu, eh bien on voit que toute l'Europe du Sud, de l'Espagne à l'Italie à la Grèce, est ensoleillée, protégée par cet anticyclone avec des températures de 20 à 16 degrés. Et puis l'Europe du Nord connaîtra un ciel un petit peu plus nuageux avec des averses, des températures, elles, maximum de 4 degrés à Copenhague, jusqu'à 10 degrés du côté de Bruxelles, et puis 12 degrés sur toute l'Europe du Nord, 13 degrés à Paris quand même. On va détailler un petit peu la France, n'exagérons rien, avec de nouveau sur la moitié nord du pays un ciel variable, quelques averses et des températures de 10 à 13 degrés, et sur la moitié sud de la France, des températures de 16, 17 et même 18 degrés en Corse, et puis un temps relativement ensoleillé. Notre agenda pour terminer, vous allez le voir, demain sera le jeudi 26 mars, le soleil se lèvera à 6h44, se couchera à 19h10, ça sera la Sainte Larissa ou la Sainte Clara, mais ce sera aussi la mi-carême. Allez, c'est à vous de dire bonsoir chacun. Guten Abend. Buenas noches. Buonasera. À demain 20h, bonsoir, merci. Vous retrouvez Philippe Arroir pour le dernier journal.